En Belgique, en 1815, Napoléon est défait à Waterloo. Mais au même moment, les Français sauvent l'honneur dans une autre bataille, celle de Wavre. Ce week-end, Luc Chatel, un reconstitueur des dragons de l'Empire, va participer à 2 reconstitutions de cette bataille et nous faire revivre l'histoire comme si on y était. Salut. Dans un petit quartier résidentiel de Waterloo, Luc se prépare à mener une bataille oubliée. Celle de Wavre. Elle a eu lieu en même temps que celle de Waterloo. Il doit charger un coffre complet de matériel et ne doit rien oublier pour une reconstitution qui prévoit plus de 500 participants. Donc voilà le sabre, il a été bien rincé le week-end précédent. Alors les entailles, bon, bah ça montre les contacts avec les cavaliers adverses. Nous sommes en 1815, lors de la campagne de Belgique, alors territoire de l'Empire français. Les troupes coalisées, prussiens, hollandais, anglais et russes, ont l'intention d'envahir la France pour défaire Napoléon. Napoléon décide de mener une contre-offensive. Il gagne les 2 premières batailles, à Ligny et à Quatre-Bras, les 15 et 16 juin 1815, contre Wellington et Blücher, qui se replient l'un sur Waterloo et l'autre sur Wavre. Il ordonne au général Grouchy de poursuivre l'armée de Blücher sur Wavre pendant que lui se rend à Waterloo. Le 18 juin, Napoléon est à Waterloo, Grouchy à Wavre. Blücher échappe à Grouchy qui est retenu par son arrière-garde. Grouchy gagne la bataille mais ne poursuit pas Blücher, qui lui va attaquer Napoléon sur son flanc est et prêter main forte à Wellington. Grâce à Blücher, Wellington bat Napoléon. Waterloo est le symbole de la défaite de l'empereur, mais ce que l'histoire n'a pas retenu, c'est que ses troupes ont gagné pendant la même campagne 3 batailles d'affilée. Luc va donc commémorer la 3e victoire, celle de Wavre. Wavre est située à une vingtaine de kilomètres de Waterloo. Cette bataille oubliée n'est commémorée que depuis quelques années seulement. La ville de Wavre offre aujourd'hui tout un champ pour les reconstitueurs, sur les lieux mêmes de la fameuse bataille. Donc voilà, maintenant, c'est la découverte. Où est-ce qu'on s'installe? 4 tentes. Oui. On va les mettre comment? Face à face, comme ça? Pourquoi pas. Dos à dos et un couloir au centre ou... Avec le vent au bout. À partir de maintenant, Luc va devoir installer son bivouac pour le week-end, en se rapprochant le plus possible de la tradition de l'époque napoléonienne. S'il faut des clous comme ça, pour les petits côtés ou quoi, j'en ai acheté un stock. Okay. Si c'est trop dur pour mettre ceux en alu, là, s'ils plient, j'ai des clous comme ça, hein. Ça va? Pour les bords. Donc on a des tentes, c'est ça, qui ressemblent autant que possible à ce qui pouvait exister à l'époque. Alors évidemment, on doit un petit peu adapter. Évidemment, ces piquets-là, ça n'existait absolument pas. Hein, c'était des piquets en bois, comme on le voit sur certaines tentes ici. Mais on connaît le sol de Wavre, c'est de la caillasse. Donc j'ai été chercher spécialement ça ce matin pour pouvoir fixer les tentes, comme la météo n'est pas annoncée très bonne. Donc on triche un petit peu, c'est vrai. Voilà, on sera 3 par tente, ça permettra de mettre les selles à l'abri en cas de pluie et le reste du matériel aussi parce que, mine de rien, ça vaut des sous. En moyenne, il faut compter 1 million d'euros pour s'équiper en soldat napoléonien. Et un peu plus pour Luc qui joue un cavalier de l'Empire dans le corps des dragons. Et avant d'aller retrouver son cheval, il doit revêtir l'habillement de l'époque qui ne laissait rien au hasard. Donc les boutons avec le numéro du régiment, numéro 2. Les dragons étaient un corps de cavaliers polyvalent. Ils devaient être capables de combattre à cheval, mais aussi à pied. Capitaine. Comment s'est passée la nuit? Humide. Humide. Très humide. Quel est le moral de la troupe? Boueux. Boueux. Bah pas ça va. Il y a un peu un rayon de soleil, donc c'est bon. Donc kilote d'équitation, très confortable. Contrairement aux cuirassiers qui ont des bottes rigides, nous, elles doivent être très souples pour pouvoir se déplacer à pied, puisqu'on doit pouvoir se battre à pied aussi. Bon voilà, on va aller chercher la bête.
Luc fait de la reconstitution depuis 25 ans, mais très vite, il choisit de faire partie des dragons. Nous sommes la cavalerie de ligne, donc dragons et chevaux légers lanciers. Nous, on est les bons à tout faire. On fait les reconnaissances, on fait la police, on escorte les prisonniers, mais on se bat à pied puisqu'on a l'armement pour tenir des positions. Mais on préfère se battre à cheval. Le lendemain matin, réveil aux aurores pour Luc et ses compagnons. Bah moi, ça fait voilà. Je suis prêt. Ne me parlez plus de café, je vais jeter un coup de pied dans le machin. Ça ne marche pas. Bah, tu vois ce que ça brûle, puis c'est haut la grille. Hein. Avant de livrer bataille, il faut s'occuper de la logistique et du petit déjeuner, comme à l'époque. Les dragons, cavaliers hors pair, devaient bichonner avant tout leur monture. C'était une question de survie. Luc suit donc la règle. Il y a comme ça un cavalier pendant la campagne de Russie qui faisait des kilomètres pour trouver de la nourriture pour son cheval parce qu'il disait toujours si je sauve mon cheval me sauvera. Et ils en sont sortis vivants. Le cheval l'a ramené. Et ils sont restés ensemble jusqu'à Waterloo. Si à Waterloo la bataille a été perdue par la Grande Armée, ici à Wavre c'est une victoire qui attend Luc. Mais les combats ont été très durs. Et donc ici nous sommes sur une partie du champ de bataille parce qu'il est beaucoup plus étendu qu'à Waterloo, il longe la ville. Et ils se sont battus ici dans les marécages, très difficiles à franchir, d'où les combats pour les ponts. Et un peu plus loin, il y a le moulin de Vierge, qui était guéable, donc franchissable. Et il y a eu de très durs combats, donc à quelques centaines de mètres d'ici. Allons-y. Quand on mettait l'équipement complet, il y avait une expression, on devait mettre toute la garde-robe. Puisque ça, c'est le porte-manteau, donc tous nos effets personnels sont là-dedans. Quand un dragon partait à cheval, il devait être complètement autonome. Il ne savait jamais quand il reviendrait à son camp de base. C'est maintenant le moment de sceller. Là encore, Luc n'a pas fait fabriquer n'importe quelle selle. Alors une selle qui est bien cadrée, donc le cavalier est coincé là-dedans. Nos étriers sont refaits comme à l'époque, donc on a un bon appui là-dessus. Maintenant ils sont tout fins. Pour mettre juste la pointe du pied, ici on s'est posé vraiment tout l'avant-pied et avoir une bonne stabilité pour le combat. Luc revêtit son uniforme de combat. Il était important qu'il soit prestigieux. Il fallait que ce soit beau pour avoir des recrues. Si les uniformes ne ressemblaient à rien, bon, personne ne voulait s'engager. Donc il fallait de la prestance, des belles tenues chatoyantes et tout pour attirer les gens. Ici c'est un uniforme de chirurgien et de major. Donc normalement c'est la couleur verte comme nous. Mais ce qu'on retrouve c'est les cols et les manches et les parements avec des broderies de chirurgien. Mais il y a eu pas mal de femmes dans l'Empire qui ont fait toutes les campagnes, mais toujours déguisées, on va dire, en hommes. Le casque, typique des dragons. Le casque était conçu pour parer tous les coups de sabre, notamment grâce à la crinière arrière, véritable bouclier à toute lame tranchante. Donc le casque de dragon, donc ici le cimier, c'est une structure creuse. Les jouillères ici métalliques, ça protège du coup de sabre sur le côté. Mais le plus important, c'est la crinière qui n'a pas qu'un rôle décoratif, qui est là pour amortir un coup de lame qui serait tranchant sinon. La bataille va avoir lieu dans quelques heures. Avant de commencer la reconstitution, il faut repérer les lieux et surtout la qualité du terrain. Pas question d'envoyer les chevaux au triple galop dans un champ trop mou, sinon c'est la chute et l'accident assuré. Luc fait le tour du champ pour identifier où le sol est le plus dur, car c'est lui qui va commander la charge de la cavalerie,
mais le repérage s'avère catastrophique. C'est le pire qu'on ait jamais eu. Ça, pour la cavalerie, c'est impossible. Dès qu'on passe les premiers buissons, là, on est dans une gadoue monstre. Là, un terrain pareil, il n'y a aucun cavalier qui s'engage là-dedans. C'était la réalité des choses en ce temps-là aussi. Il fallait s'adapter au terrain, donc on fait de la reconstitution. Ben voilà, on reconstitue avec le terrain qu'ils pouvaient avoir. Et on s'adapte comme eux devaient le faire aussi. Donc voilà, quand on lit dans les bouquins, ben, on comprend mieux pourquoi certaines choses, puisqu'on peut les vivre maintenant. L'entrée de la cavalerie par terrain aussi détrempé n'était pas envisagée à l'époque napoléonienne. C'était l'exposer à de bien trop grands risques. Or, elle était indispensable pour l'issue du combat. Par sa mobilité, c'est elle qui venait à bout de l'infanterie et qui neutralisait les canons. Le maréchal Grouchy n'aurait sûrement pas livré bataille un jour comme celui-ci, mais cet après-midi, il va bien falloir réaliser la reconstitution pour le public, venu tout spécialement pour elle. Malgré les canons qui tonnent à Waterloo, Grouchy décide de suivre scrupuleusement les ordres de l'empereur et d'attaquer Blücher à Wavre. Mais Blücher n'y est déjà plus. Il est en train de rejoindre Waterloo. Son arrière-garde est positionné pour bloquer l'armée de Grouchy et éviter qu'ils viennent en renfort de l'empereur. Peloton, garde-vous! En colonne par deux! C'est l'heure de livrer la première reconstitution de la bataille à Wavre contre l'armée prussienne qui détient la ville. Elle bloque tous les ponts pour y accéder. Garde-vous, pour prépare la droite! La cavalerie doit entrer en scène et c'est à Marc, la trompette, de sonner la charge. Donc vous remarquerez que la sonnerie est très longue. Donc contrairement à ce qu'on voit dans les films, la charge est une sonnerie, c'est un ordre d'avertissement. C'est pour permettre aux officiers des escadrons et des compagnies de préparer et d'aligner leurs escadrons en ordre de marche pour effectuer une charge. Donc à l'époque, il fallait compter quand même, par exemple, le 2e dragon à Waterloo, ils étaient un peu plus de 500 cavaliers dans le régiment. Donc il faut rassembler tout ce monde et il faut les mettre en position pour commencer la charge. À partir du moment où l'ordre d'avertissement a été donné, les escadrons s'alignent, l'officier en tête avec son trompette à côté de lui, mais là il n'y a plus de sonneries qui se font, là c'est simplement au sabre levé que la charge va se mettre en route. La cavalerie étant prête, c'est Luc qui va donner l'ordre de charger avec son sabre. Mais pour cela, il doit attendre l'ordre du général Gérard. Il doit l'engager au meilleur moment, car souvent la cavalerie est déterminante pour gagner une bataille. Pour la reconstitution, c'est comme dans la réalité. Le général indique que Luc doit intervenir avec ses dragons juste après l'artillerie. Ils vont tirer 10 fois. 10 coups, ça fait plus ou moins 50 coups. D'accord. Et maintenant, si ça dure trop longtemps, on arrête, on fait un tour et il retire. Et quelqu'un vient nous chercher ou tu me fais signe, ça va. Bon, on va aller essayer de s'installer. On va aller se taper là-bas dans le fond. Aujourd'hui, Luc va livrer bataille, mais à l'époque, cela n'aurait pas été possible. Alors historiquement, de la cavalerie là-dedans, ils n'engageaient jamais. Là, un terrain pareil, il n'y a aucun cavalier qui s'engage là-dedans. Ça, c'est courir au massacre. Pour les besoins du spectacle, Luc va jouer le jeu, mais très prudemment pour ne pas blesser les chevaux, suite à une chute due au terrain boueux. Les premiers affrontements se font au canon, 80 du côté français, 48 du côté prussien. L'objectif est d'affaiblir le plus possible l'ennemi avant le déclenchement de l'infanterie. Les coups de canon font beaucoup de mal aux lignes adverses, mais également aux lignes françaises. Juste là, après, là ils sont remplis d'eau là.
Le rôle de notre troupe de dragons est de lancer des attaques éclairs sur certains postes d'artillerie pour les neutraliser. Luc brandit son sabre et charge l'un d'entre eux. Très vite, il encercle un groupe d'artilleurs. Sitôt neutralisés, ils battent en retraite pour ne pas laisser le temps à leur ennemi de contre-attaquer. C'est maintenant à l'infanterie française d'intervenir. L'objectif est de franchir la Dyle, la rivière qui barre la route aux troupes. Elle est symbolisée par le mobilier en bois représentant les ponts. Maintenant, les troupes avancent en ligne et tirent pratiquement à bout portant sur leurs ennemis. Les dragons, quant à eux, chargent la cavalerie adverse pour éviter qu'elle perce à son tour les lignes françaises. Les troupes napoléoniennes sont maintenant au corps à corps avec les Prussiens. Elles vont très vite s'emparer des ponts et submerger l'ennemi. C'est l'heure pour Marc de sonner la retraite. Le rôle du clairon était tellement essentiel qu'il portait une tenue bien distincte des autres dragons. Pour le trompette, c'est les couleurs inversées, donc la tenue rouge avec la distinctive verte. Pour la simple raison, c'est que le trompette doit être visible de loin et reconnaissable directement par son officier, puisque c'est lui qui transmet les ordres à la troupe. Mais ce signe distinctif va vite être abandonné, car il constituait pour le coup une cible trop privilégiée pour l'ennemi. C'est la fin de la première reconstitution pour Luc. Malgré les mauvaises conditions, ils ont réussi à donner leur spectacle. On a fait ce qu'on a pu avec les conditions et le terrain possible qu'on nous a laissé. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé. On a quand même pu faire quelques petites actions. C'est pas la grande bataille, mais bon, on y était. Dans la reconstitution historique de Wavre, même si le scénario général est défini, les reconstitueurs ont une large liberté de manœuvre et peuvent improviser des scènes bien à eux. Luc en a eu une, ce qui le ravit. Donc un petit imprévu, un des dragons est resté capturé par la cavalerie ennemie. Donc on ne les laisse pas dans cette situation-là, on est reparti le rechercher, donc on a chargé dans le but d'aller le récupérer. Et ça a marché puisqu'on est revenu au complet. L'unité des dragons était une unité d'élite particulièrement solidaire. Les cavaliers se connaissaient bien entre eux et contrairement à l'infanterie qui était considérée comme de la chair à canon, ils avaient eux pour devoir de se secourir les uns les autres. Maintenant on va soigner ces braves bêtes qui ont bien donné malgré tout, on sent qu'elles avaient envie. L'homme et le cheval formaient un duo de choc et constituaient des escadrons entiers, déterminants dans l'issue d'une bataille. La cavalerie française à l'époque napoléonienne était la meilleure au monde. Même Wellington l'a dit sur le champ de bataille de Waterloo. Et toutes les armées craignaient la cavalerie française. La cavalerie française pour Napoléon était très importante. Il disait toujours que c'était la reine du champ de bataille. C'est la cavalerie qui pouvait décider du sort sur un champ de bataille. Avant la seconde reconstitution, celle où le public sera présent en masse, c'est l'heure du déjeuner. Et une bonne occasion pour les femmes de reconstitueurs de trouver elles aussi leur place dans l'événement. C'est le cas d'Elisabeth, qui tient le rôle de cantinière indépendante, une fonction qui était très réglementée par l'Empire. C'était comme dans les débits de boissons qu'on a maintenant, il faut une licence, là c'était une patente. Et comme Elisabeth prend son rôle à cœur, elle a même avec elle une patente de cantinière d'époque. C'est une copie d'une patente qui existe réellement. Je vendais de la nourriture et de la boisson. Quand les soldats touchaient leur solde, ils allaient voir la cantinière pour acheter de la boisson, pour acheter de l'alcool, parce que la boisson normale c'était de l'eau, souvent coupée avec du vinaigre pour la rendre un peu plus potable. Ils puisaient de l'eau dans les sources, les rivières, enfin où ils en trouvaient. Et donc le jour où ils avaient la solde, ils allaient voir la cantinière pour acheter un peu d'alcool ou un morceau de viande, un morceau de lard. L'expression graisser la marmite, ça vient de là. Pour l'heure, Elisabeth va servir ses dragons d'un bon saucisse lentille, plat particulièrement luxueux à l'époque.
Mais il n'y avait pas que la saucisse ou le lard pour casser l'ordinaire. Bon nombre de plats et de recettes étaient ramenés de toute l'Europe, comme cette paella, juste après la campagne d'Espagne. Ils auraient pu ramener tout à fait de manger de la paella et de ramener la recette. On peut aussi imaginer des recettes qui ont traversé toute l'histoire de Napoléon. Napoléon a traversé l'Europe, jusqu'à Moscou, et il a ramené plein de recettes de partout. Et certaines recettes qu'il aimait profondément. Par exemple, quand il a fait la campagne d'Italie, il a découvert la soupe de parmesan, il en raffolait. Et quand on pouvait faire de la soupe de parmesan, on l'en faisait, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou dans les autres campagnes. Voilà, donc la nourriture, elle a vraiment traversé les années, l'Empire. Avec un temps pluvieux comme à Wavre, il faut régulièrement nettoyer ses armes avant de reprendre la reconstitution. Les fusils ou autres carabines étaient déjà pour l'époque des merveilles de technologie. La pierre, donc c'est un silex. Donc si vous regardez sur mon fusil, vous avez le silex qui est dans la mâchoire, avec le chien, qu'on connaît classiquement dans toutes les armes, va venir faire une étincelle, ouvrir le bassinet, donc si je vous montre, et hop, allumer la poudre qui se trouve dans le bassinet. Si vous voyez bien, dans le fond du bassinet, il y a un petit trou qu'on appelle la lumière, qui va communiquer la flamme, et qui va enflammer la poudre qui se trouve dans le tube. Pour la reconstitution, les artilleurs tirent réellement avec de la poudre, mais avec seulement la moitié de la dose, car ici on ne rajoute bien sûr pas les projectiles, mais seulement un peu de farine pour l'effet fumé. Le lendemain à Wavre, le public arrive en nombre pour la seconde reconstitution de la bataille. C'est un des événements touristiques majeurs de la ville. Mais voilà, après la première reconstitution, le terrain est encore plus abîmé et difficilement praticable. À l'état-major, Claude, qui joue le général de division Pelé, donne les dernières prérogatives. Alors, la priorité, c'est de doucement, sous le champ de bataille, pas aller trop vite. Sécurité. S'il a un blessé, faites attention, blessé, grave ou quoi, bicorne. Le temps est encore problématique sur Wavre et l'intervention de la cavalerie à cause du terrain boueux n'est pas encore gagnée. Aujourd'hui, bon, on attend que le temps s'éclaircisse et alors que le terrain sèche un tout petit peu et normalement ça devrait bien se passer pour nous. On aura quand même une belle victoire sur les Prussiens. Il est temps maintenant pour le général d'aller préparer sa monture. Avant de se mettre en selle, le général va donner ses dernières consignes à nos dragons afin qu'ils chargent sur les parties les moins boueuses. Pour la bataille, on va rentrer mais on va rester plus sur la gauche. Pour que l'événement se passe le mieux possible, il est impératif que toutes les associations présentes se connaissent au mieux. On essaye toujours d'avoir les mêmes personnes, qu'on travaille toujours ensemble pour pouvoir, montrer au public un spectacle, entre guillemets, mais avec l'histoire. À l'époque napoléonienne, les officiers se faisaient préparer leur monture, mais ça c'était avant. Pour l'heure, Claude va équiper tout seul son cheval. C'est un tapis pour montrer comme quoi c'est un officier supérieur. C'est le grade du cheval et de son cavalier. Voilà, on est parti. J'ai prévenu les hommes, si tu sais, tu peux prendre le temps. Dès que je suis au bout, tu peux commencer. La bataille se déroule normalement, mais la cavalerie n'est pas déclenchée. Luc attend avec impatience que les canons cessent pour avoir le feu vert du général. Luc, voyant la fin du spectacle arriver,
envoie un de ses cavaliers auprès du général. Il semble les avoir oubliés. Grâce à la demande de Luc, les dragons sont enfin déclenchés. Quelques minutes plus tard, c'est la prise du pont. Le général lève son chapeau pour annoncer la fin de la bataille. Messieurs, vous avez bien combattu! Grouchy vient de gagner la bataille. La reconstitution touche à sa fin, mais il y a encore un dernier rituel incontournable à faire, et il est authentique. Cavaliers, nous sommes ici pour accueillir dans nos rangs 2 nouvelles recrues. J'ai apprécié ton courage au combat aujourd'hui. Bienvenue chez moi. Ah! Mais tu fais mal, toi! Le baptême se termine avec le sabrage du champagne. Une bonne façon de fêter les nouveaux cavaliers, mais aussi de bien clôturer le week-end. Par Saint-Jean! Vive la cavalerie! C'est une grande famille, et surtout entre cavaliers, parce que bon, on a des difficultés quand même supplémentaires avec les chevaux. Qu'un fantassin ne connaît pas avec son fusil, lui il le pose, il est bien sage, il ne bouge pas. Le cheval, c'est une attention constante. Et donc ça crée une fraternité, et dès qu'il y en a un qui a des problèmes ou des ennuis, hop, les autres sont là pour donner un coup de main. Voilà. C'est maintenant l'heure pour Luc et ses amis de plier bagages pour un repos bien mérité. Les dragons ont été à la hauteur de leurs prestations. Ils peuvent être heureux et fiers d'eux. Voilà.